Je suis Mireille Jettler-Suma, enseignante à l'Université Paris-Dauphine en mathématiques et informatique et rattachée au CNRS en tant que chercheur à l'unité Centre de recherche de mathématiques de la décision, unité rattachée donc à l'Université Paris-Dauphine. Vers les années 2000, l'Institut Polytechnique nous a sollicité pour analyser les grandes bases de données de l'OMS, Office mondial de la santé, ou le WHO, World Health Organization, donc en anglais, sur le cancer. Ces bases comportent énormément de données. On serait sur ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, les grands volumes de données. Et donc évidemment, au début des années 2000, il n'y avait pas encore vraiment les outils mathématiques pour aborder, ni d'ailleurs le soft informatique, le hard, pour aborder ce genre de tableau. Mais c'était un challenge intéressant, sachant que d'habitude, les organismes statistiques travaillent donnée par donnée, pays par pays, cancer par cancer, sexe par sexe, tranche d'âge par tranche d'âge. Le challenge ici était de faire ce qui est notre spécialité, c'est-à-dire l'analyse multidimensionnelle, c'est-à-dire de brasser plusieurs entrées sur le problème simultanément. Donc, ça veut dire qu'au lieu de regarder uniquement la courbe sur les mois de l'année 1980, en France, pour le cancer du côlon, pour les hommes et pour la tranche d'âge de 60 à 65 ans, nous allons brasser 52 pays, de 1930 par exemple à 2010, sur toutes les classes d'âge et sur plusieurs sites de cancer. Donc l'intérêt de ce travail, c'est également de voir les interactions entre ce qu'on appelle dans ma discipline des différents cofacteurs ou des différentes variables, différents risques aussi qui vont intervenir donc, dans les modèles que nous allons construire ensuite. Et donc de les mettre en interaction, ce qui n'est pas fait quand on fait seulement de l'analyse élément par élément. Voilà. Or, les interactions, dans une vision scientifique moderne, je dirais, sont absolument incontournables. Et en particulier sur le cancer, quand on n'a qu'un éclairage sur la question, je prends un exemple, l'éclairage génétique, la génomique, eh bien, on a une entrée, mais du coup, on oublie, par exemple, l'environnement. C'est un débat. Et le but, donc, en fait, des méthodes que nous allons mettre en jeu, c'est de mettre en action plusieurs entrées, le plus possible, simultanément, sur le sujet, pour donc non seulement décrire, mais également essayer de comprendre mieux, de modéliser, ça c'est le travail du mathématicien, c'est-à-dire d'arriver à des formules qui pourraient donner le pattern, la forme de ce qui se passe, et donc, ce qui est fondamental pour l'humain, de prévoir. Alors, dans ce travail d'analyse et de synthèse, il y a en fait, on va dire, trois grands sujets sur lesquels on peut travailler à partir des bases de l'OMS. D'une part, ce qu'on appelle les incidences de cancer, c'est-à-dire le nombre de cas qui apparaît chaque année, chaque mois, chaque semaine, dans un hôpital par exemple, dans un pays, dans un continent. La mortalité. Alors la mortalité, ce n'est pas le nombre de cas qui apparaît, mais c'est le nombre de personnes qui vont mourir du cancer, ce qui n'est pas la même chose heureusement. Il y a des gens qui s'en sortent, il faut le savoir. Et puis également, ce qu'on appelle la survie dans notre métier, c'est-à-dire c'est toute l'étude du délai et des délais avant l'événement, comme on dit, en essai thérapeutique. Vous avez ici effectivement un exemple d'essai de traitement contre le cancer de l'estomac et des résultats, on va dire, à moyenne échelle. Alors, il y a, je dirais, plusieurs bouts de la lorgnette. Il y a le petit bout de la lorgnette, c'est l'entrée, par exemple, évidemment génomique. On est au cœur de l'histoire, on est dans de tout petits détails. Il y a l'entrée épidémiologique, c'est celle dont nous allons parler. On est sur les grands nombres, on regarde les grandes statistiques et l'épidémiologie du cancer à grande échelle. Puis vous avez les moyennes échelles, je me permets de les appeler comme ça, ce sont celles des essais cliniques où on va prendre un certain groupe de patients, 100, 200 patients, dans un département d'un hôpital donné,
avec un test sur un médicament dans certaines circonstances. J'ai personnellement travaillé aux 3 échelles et c'est très intéressant. J'ai travaillé beaucoup en génomique au moment, évidemment, du début de la génomique, sur différents, pour essayer de cibler différents gènes oncogènes. J'ai travaillé en épidémiologie et également beaucoup en essais thérapeutiques, en clinical trials en anglais. Voilà. Alors, ce que je vais présenter, c'est, je dirais, je vais aller directement à la conclusion et après vous donnerez les preuves. C'est un peu le discours qu'a tenu John Bell à partir des données du National Cancer Institute aux USA en 1986 puis en 1997, où il a affirmé contre le discours, donc non pas les faits, mais le discours, c'est-à-dire l'espoir qu'on avait sur le cancer, que le cancer soit guéri, qu'au point où on en était, d'après les données que lui avait recueillies, eh bien, il n'y avait pas de progrès significatif du fait qu'on détenait la clé du cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des cancers qui en mortalité diminuaient, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui se sortaient du cancer, mais ça veut dire que globalement, si on a la clé de la solution d'une maladie, la tuberculose, la diphtérie, eh bien on voit les courbes en mathématiques clairement chuter, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qu'au départ on est quelque part et puis tout d'un coup ça descend vers 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas de mortalité. C'est clair pour certaines maladies en épidémiologie, depuis l'apparition de la pénicilline et autres découvertes de différents bacilles responsables de grandes maladies. Pour le cancer, eh bien, ce n'est pas du tout le phénomène qui est observé. On voit des courbes en descente, on en voit d'autres en montée. Globalement, malheureusement, tout cancer confondu, c'est ce que je vais vous montrer par les données, eh bien, on est sur une certaine stabilité, ce qui veut dire qu'on n'a pas compris comment guérir le cancer. Mais ça, tout le monde le sait. Alors, le cancer, les cancers, c'est un débat. Moi, je travaille avec les spécialistes, ce n'est pas mon débat. Moi, je suis mathématicienne, donc je ne conclurai pas là-dessus. J'ai travaillé aussi bien sur différents sites de cancer que tout cancer confondu. J'ai travaillé tout sexe confondu par sexe. J'ai travaillé sur des gens qui avaient fumé, des gens qui n'avaient pas fumé, des gens qui ont été exposés au diesel, des gens qui n'ont pas été exposés au diesel. J'ai travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec plusieurs éclairages simultanés sur le problème pour essayer de le cerner le mieux possible. Mon travail de mathématicienne consiste à écrire, si possible, des modèles mathématiques. Mais en sciences des données, aujourd'hui on appelle ça data science. Bon, est-ce vraiment une science? C'est encore un débat. En tous les cas, c'est une science que les données peuvent être l'objet d'une science. En tous les cas, certainement, on construit de la connaissance à partir de l'analyse, mais surtout de la synthèse des données. C'est-à-dire que quand vous avez 1 milliard de données, l'idée, ce n'est pas de les regarder une par une. C'est évidemment de les synthétiser. Donc, d'abstraire des données, des concepts, les grandes lignes de réflexion et ce qu'on appelle de la connaissance. Voilà. Donc le travail d'extraction de connaissances, ce n'est pas un travail d'analyse, c'est un travail de synthèse. Ce travail de synthèse est fait avec des outils qui sont spécifiques de ma discipline. Or, tout le monde sait qu'un bon artisan doit avoir de bons outils. Parce que si on travaille avec un mauvais marteau, on n'aura pas le même résultat que si on a un bon marteau. L'outil dans une science est très important. L'algèbre, la géométrie, l'algorithmique, les probabilités, la logique sont autant d'outils en mathématiques qui doivent être utilisés à bon escient, dont il faut connaître la puissance. Et dans ma discipline en particulier, l'algèbre linéaire, la mécanique même, bien sûr, des théorèmes de convergence en statistique et également les modèles probabilistes sont une trousse à outils absolument indispensable et qu'il faut toujours enrichir, c'est-à-dire qu'il faut créer des nouveaux outils, et c'est ça l'essence du chercheur,
en l'occurrence adaptée à ce domaine appliqué, car nous sommes ici dans les mathématiques dites appliquées. Alors, cette parenthèse étant faite, parce que je ne vais pas décrire dans le détail les outils que j'utilise, il faut savoir donc qu'ils nous permettent aujourd'hui de brasser. Je vais vous montrer un petit tableau où vous allez voir sur quelques pays au moins 4 entrées différentes. C'est-à-dire que vous allez voir en ligne, voici le tableau, vous allez voir donc en ligne les pays. Vous voyez ici, United Kingdom, Hungary, etc. Et puis, vous avez en colonne des tranches d'âge, plusieurs tranches d'âge. Et à l'intérieur d'une même cellule, vous avez un ensemble d'années qui se déploie par des courbes. Alors, ce genre d'écran est très récent. C'est un outil qui a été inventé récemment. Jusqu'ici, quand vous prenez un tableau Excel, vous ne pouvez pas mettre, pour parler d'un tableau Excel, dans une case, vous ne pouvez mettre qu'un nombre. Ici, dans une case, nous avons un objet mathématique complexe qui s'appelle une série chronologique. Et vous avez donc ici un ensemble de cellules qui juxtaposent et superposent des séries chronologiques. Donc, travailler sur des tableaux qui ne sont pas simplement des tableaux de nombres, mais des tableaux, disons, fonctionnels, eh bien, c'est une ouverture des mathématiques qui a beaucoup progressé ces dernières années. Derrière, il y a les outils informatiques, les tableurs pour afficher et visualiser. Nous sommes dans une société de l'image. On préfère les images aujourd'hui au nombre. Donc, avoir des images où d'un seul coup d'œil, on puisse embrasser beaucoup d'entrées, c'est très précieux dans beaucoup de domaines, ne serait-ce que dans les ventes ou en finance, mais en médecine aussi et en épidémiologie, donc c'est très précieux. On voit par exemple sur ce tableau que, au cours des années donc, de l'étude, en l'occurrence ici de 1980 à 2010, eh bien, les taux de mortalité, quand on parle de taux, c'est donc un pourcentage, et en fait, en épidémiologie pour le cancer, c'est des pour 100 000, c'est-à-dire c'est un nombre pour 100 000 habitants, voilà, rapporté à 100 000 habitants. On voit que les pour donc 100 000, du taux de mortalité du cancer par poumon en Hongrie est en constante augmentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit simultanément qu'en ce qui concerne le UK, la Grande-Bretagne, c'est en constante diminution. On va dire à partir d'un certain point. Et que pour d'autres pays, prenons la France par exemple, eh bien, il y a un pic autour des années 80-90, enfin 87 en fait exactement sur mes données, ça monte jusque-là et ensuite ça redescend. Donc il y a, comme je vous disais, des patterns, des patrons, des modèles différents suivant les pays. Ce n'est pas donc un discours uniforme. Et ça, c'est intéressant à remarquer. Malgré tout, je vais vous montrer également la courbe. Alors là, le tableau précédent était donc pour le cancer du poumon, je répète, pour un certain nombre de pays, pour un ensemble de tranches d'âge et pour un ensemble d'années. Et pour les hommes, j'ai oublié de vous dire qu'ici, il y avait donc le filtre les hommes. Eh bien, si je vous montre la courbe globale pour l'ensemble des pays, l'ensemble de tous les sites de cancer, sur l'ensemble de ces années, donc déployées cette fois-ci en abscisse, c'est-à-dire des années les plus lointaines aux années les plus proches, eh bien vous voyez que c'est presque le calme plat, hélas. Voilà. Ce qui veut donc dire que, suivant les entrées fines, on a du détail. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que les leucémies chez les enfants, ça fait un bond spectaculaire dans la guérison, heureusement. Mais nous savons aussi que pour les hommes, les conséquences, et ça, ce sont les cofacteurs que j'ai rajoutés dans d'autres analyses, du tabagisme ont évidemment créé un pic. On compte un délai à peu près de 20 ans pour l'intubation, entre guillemets. Disons que l'inflammation passe au cancer dans le poumon du tabagisme. Donc dans les années 80-90, on est arrivé à un pic pour les hommes. Et ensuite, les campagnes anti-tabac, certainement, mais pas que ça, ont permis une décroissance. Alors que je vais vous montrer la courbe des femmes, elle, depuis les années 80, alors que c'était à peu près le calme plat, elle est en augmentation spectaculaire parce que les femmes se sont mises à fumer
dans les années 70. Et nous voyons donc cette augmentation. Je vous dis parce que ce n'est pas de mon domaine. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas oncologue. Mais j'ai les éléments, nous avons les éléments où en faisant jouer donc ces cofacteurs mathématiquement, nous voyons bien qu'ils sont un bras de levier dans la formule de risque pour augmenter la mortalité. Donc, à propos du cancer du poumon, c'est la même remarque que pour le cancer, les cancers. En fait, il y a des cancers du poumon. Le cancer dû à l'asbestose, enfin à l'amiante, n'est pas du tout le même que celui dû au tabac. Ce n'est pas le même type d'inflammation qui est créé, ce ne sont pas les mêmes cellules qui sont touchées, et donc on sait un petit peu connaître l'origine du type de cancer. Donc l'origine, ce que je veux dire, c'est les causes extérieures, externes, si ça peut être le tabac, l'amiante, plutôt qu'un problème environnemental, de pesticides ou d'aérosols, etc. C'est quand même traçable à travers voilà, ce qui se passe. Enfin, encore une fois, ça, ce n'est pas de ma compétence. Voilà. Donc les résultats, je vais vous montrer donc, les courbes en parallèle. Tout cancer, homme, France, et poumon, homme, France. Ce qu'on observe, c'est que on voit bien cette augmentation cancer, poumon, homme, France dans les années 80, ce pic qui partait dans les années 50, donc les taux partaient d'un certain volume. Ils augmentent jusqu'aux années 85-87 et ensuite ils rediminuent, pour l'instant à peu près au niveau des années 50. Donc nous ne savons pas si vraiment la diminution va continuer. Si on présente les courbes qu'à partir des années 80, nous pourrions dire avec optimisme, le cancer du poumon est en diminution certaine. Malheureusement, si on a un tableau plus global de la situation, et qu'on regarde à partir des années 50, on se dit, on est revenu à la case départ. Ce qu'on peut dire, pour appuyer tout de même la méthode, certains pourraient se dire, ah oui, mais la population a augmenté, le vieillissement de la population aussi, le cancer est considéré, avec raison, comme une maladie surtout liée au vieillissement, et donc, est-ce que l'on est en droit de comparer des taux de mortalité des années 50 avec des taux de mortalité des années 80 et des taux de mortalité des années 2010? Eh bien, les épidémiologistes, c'est leur métier, ont bien entendu des formules correctrices qui ont été mises à l'épreuve, qui sont mises à jour chaque année, repensées. D'une part, pour ce qu'on appelle Standardized Age Ratio, c'est-à-dire les pourcentages d'âge, on va dire standardisés, donc corrigés si vous voulez. Alors, mais aussi en ce qui concerne la définition d'un cancer, peut-on parler du même cancer du poumon en 1950 qu'en 2010? Eh bien, pas du tout. Pour la médecine, ce n'était pas la même définition en 1950 et en 2010. Donc, il y a ce qu'on appelle les classifications internationales des cancers. Bien entendu, dans notre travail, nous avons tenu compte de ces différentes mises à jour et donc bien mis en dénomination cancer du poumon ce qui était commun et comparable donc entre 1950 par exemple et 2010. C'est un travail incontournable, mais qui est notre métier. Ça, par contre, nous savons faire. Voilà. Quand nous comparons les courbes du cancer, tout poumon et tout cancer en France, chez les hommes, donc de 1950 à 2010, eh bien, nous voyons que ces courbes sont très semblables dans le mouvement. Bien entendu, pas dans le volume, puisque tout cancer est évidemment bien supérieur au volume à poumon. Mais le mouvement est le même. C'est-à-dire que nous avons une croissance entre les années 80 et 90 et une décroissance, donc, ces 20-30 dernières années. Ce qui voudrait dire tout de même que le cancer du poumon pilote en grande partie l'évolution de tout cancer, en tous les cas en ce qui concerne la France et les hommes en France. Ça a été l'objet d'ailleurs
d'un article dans Que choisir, la revue Que choisir. Pour reprendre la réflexion sur les cofacteurs, c'est-à-dire essayer ensuite d'aider le spécialiste du domaine à donner un sens aux résultats que le mathématicien lui propose. Eh bien, nous demandons aux spécialistes ce que nous appelons nous des variables supplémentaires à mettre dans l'étude et si possible les plus riches possibles. Je prends un exemple pour le cancer, on a beaucoup parlé de l'alimentation. L'alimentation, il y a une grande étude qui a été menée aux États-Unis au moment du procès aux cigarettiers, justement à propos du cancer du poumon, une grande étude qui a réuni plus de 2 millions de personnes sur plusieurs années, sur tous les États-Unis. Sur ces 2 millions de personnes, il y avait énormément de variables pour les décrire, et en particulier, ça allait, pour les populations anglo-saxonnes, sur le nombre d'œufs frits ou en omelette ou à la coque qu'ils mangeaient le matin, jusqu'à le nombre de fois par jour où ils faisaient du jogging, bien entendu le nombre de cigarettes, à partir de quel âge, combien par jour, avec ou sans filtre, etc. Également le lieu d'achat, car sachez que la même marque de cigarettes, suivant le pays, n'est pas nécessairement formée par les mêmes feuilles de tabac, traitée par les mêmes usines. Et donc, avec la même marque de cigarettes, on peut avoir un différentiel de risque pour le cancer du poumon. Pour cela, il faudrait avoir une traçabilité, ce qui est très difficile à avoir de la part des cigarettiers, d'où viennent les feuilles de tabac et les usines de transformation. Bon, ceci est une parenthèse. Mais donc, il y a énormément de cofacteurs. Un cofacteur important, bien entendu, aussi étant le poids. C'est très sensible aux États-Unis, où le problème de l'obésité est sérieux. Mais c'est sensible maintenant, plus généralement dans le monde. Donc, est-ce qu'effectivement le fait d'être en surpoids est un facteur de risque pour le cancer, pour les cancers, et quel cancer? Voilà. Donc, je vous propose sur ce graphique un modèle, on appelle ça un graphe, non pas graphique, un graphe dans notre discipline, un graphe d'interaction entre différents sémantiques de variables, c'est-à-dire groupes de variables, qui vont rebondir les unes sur les autres pour créer la maladie du cancer. Donc, comme vous voyez, il y a l'alimentation, il y a ce qu'on appelle le body mass index, c'est-à-dire le poids corporel rapporté à la taille. Il y a tout ce qui est activité physique, bien entendu le milieu socio-culturel, bien entendu les revenus aussi, et tout un ensemble de variables qui vont aider à comprendre quels sont les mécanismes de levier principaux sur le cancer, et qui ne soient pas que du facteur individuel, comme c'est de votre faute, vous avez trop fumé, ou c'est de votre faute, vous n'avez pas fait assez d'exercice, mais qui soient aussi sociétaux de façon générale. Bien entendu, dans les interactions, les diverses maladies jouent entre elles pour un même patient. En particulier, eh bien, on sait que les maladies cardiovasculaires, qui sont tout de même, après les accidents, la première cause de mortalité, en tous les cas en France, sont des compétiteurs, malheureusement, des cancers. Et par exemple, pour le cancer du poumon, eh bien, on peut d'abord mourir de son infarctus avant de mourir du cancer du poumon. Donc, dans nos modèles, nous avons bien sûr mis en relation les courbes de mortalité pour les maladies cardiovasculaires avec les courbes de mortalité par cancer, les cancers du poumon en particulier, mais aussi d'autres maladies, comme le diabète, etc., qui être des causes corrélées et covariantes. Voilà, en mathématiques, la corrélation et covariante, c'est presque la même chose, mais enfin, pour le dire en langage courant. Donc ça, c'est un point aussi important qui a fait partie aussi de notre étude. L'analyse et synthèse de données, aujourd'hui encore appelée data science, que je recommande fortement aux jeunes, c'est une discipline merveilleuse d'application des mathématiques et de l'informatique.
qui touche à tous les domaines et qui donc permet de comprendre le monde, tout simplement. Justement, permet aux mathématiciens, et d'ailleurs c'est son devoir, dans la construction des données, de travailler avec les spécialistes du domaine d'application. Si je travaille en météorologie, je vais prévoir le temps un certain jour parce que j'ai envie d'envoyer une fusée dans l'espace, eh bien je vais travailler avec les spécialistes du domaine qui vont me dire en météo, voilà, il faut tenir compte, il faut avoir ces variables-là, les points de rosée, l'humidité, toutes les courbes de température des années passées et toutes les images satellitaires possibles qui concernent, etc., etc. Donc le spécialiste du domaine va lui faire un inventaire des variables du domaine qui ensuite vont être recueillies le mieux possible et nous avons des exigences dans notre domaine, dites d'homogénéité, d'exhaustivité, etc. Ce sont des exigences du domaine de l'analyse de données. Et quand les meilleures conditions elles ne sont jamais complètes ni optimales, les conditions, car les données appartiennent au domaine de l'observation. Donc, on recueille du mieux possible, le plus complètement possible. Nous, les mathématiciens derrière, eh bien, nous faisons notre travail sur ce qu'on nous apporte. Voilà. Bon. C'est valable, bien entendu, en médecine. C'est valable dans tous les domaines. Nous travaillons main dans la main avec les experts en amont de notre travail, c'est-à-dire en leur disant, nous, tout de même, pour avoir, par exemple, si nous travaillons par échantillonnage, nous devons être dans ces clous-là et pas à côté. Bon, je vais d'ailleurs maintenant vous présenter une formule de reconstitution du taux de mortalité par cancer à partir d'un certain nombre, nous disons, de covariates dans notre domaine, qui appartiennent au graphe que je vous ai présenté tout à l'heure, et vous allez voir que, bien entendu, suivant les covariates que l'on fait rentrer en jeu, on n'obtient pas les mêmes modèles, et nous pourrions tirer trop hâtivement de mauvaises conclusions. Par exemple, sur le modèle que vous voyez là, eh bien, c'est sur l'ensemble donc des 52 pays de l'étude que nous avons menée, de 1960 à 2010, sur les taux de mortalité par site de cancer et tout cancer confondu, hommes, femmes et par tranche d'âge. En fait, les âges ont commencé à 40 ans pour les hommes, 45 ans pour les femmes. Les femmes ont une sensibilité au cancer pour l'instant postérieure à l'homme. C'est à partir de 45 que les occurrences, enfin que les apparitions de cas sont remarquables, disons. Voilà. Enfin, ça c'est un détail. Et vous voyez sur ce modèle que la première cause qui semblerait, mais ce n'est pas comme ça bien sûr qu'il faut le lire, intervenir dans le volume de mortalité par cancer pour les pays, c'est tout simplement le PIB. Voilà. En gros, les pays très pauvres, il y a plus de cancers, les pays plus riches, il y a moins de cancers. Voilà. Etc. On peut décliner les différentes variables du modèle, mais ce qu'il faut voir par là, c'est qu'il faut évidemment savoir ce que l'on veut mettre en évidence. Si c'est l'influence du tabac, eh bien on mettra plutôt comme variable du modèle le nombre de cigarettes par jour, le type de cigarette qui a été fumée, le changement aussi au cours des années de vie, à partir de quel âge, la durée pendant laquelle la personne a fumé, etc. Et on aura un modèle. Si on met que des variables socio-économiques, ou si vous y mettez aussi, par exemple, la quantité de graisse dans l'alimentation consommée par pays, ce sont des bases de données qui existent dans l'alimentation, et j'ai utilisé cette variable, eh bien vous aurez un autre modèle. Donc le mathématicien ne va pas, lui, tirer ses conclusions. Il va simplement mettre dans le modèle des variables d'intérêt que va lui signaler le spécialiste, et donc restituer des formules avec ces différentes variables. C'est ensuite au spécialiste de faire son interprétation. Donc, comme je vous le disais, le spécialiste, il intervient, le spécialiste du domaine, il intervient en amont pour nous suggérer les variables d'intérêt. Nous, ensuite, nous avons notre travail de mathématicien à faire et d'informaticien. Et en aval, le spécialiste regarde ce que nous lui fournissons. Ça le fait réfléchir, enfin tout au moins on l'espère, sinon ce qu'on a fait ne serait pas intéressant. Il va rebondir sur le travail, nous suggérer de recommencer
c'est souvent le cas, avec un autre éclairage, soit parce que ça lui a suggéré des hypothèses intéressantes, et c'est dire, mais finalement, j'aurais dû mettre ça, je ne l'ai pas fait, ou bien j'aurais dû ne pas mettre ça, parce que c'est ce que nous appelons, nous, enfin, disons, la corrélation, c'est surabondant, c'est voilà, redondant. Ou bien d'autres choses, voilà. Donc, en fait, nous recommençons souvent plusieurs fois le travail. Il est donc recommencé en aval, en amont, retraité, et en aval, réinterprété. Voilà. Donc, notre étude a porté au départ sur une grande base de données sur plus de 125 pays, l'ensemble donc de la planète, de 1950 au départ jusqu'en 1980. L'étude a été prolongée de 1980 à 2000, puis de 2000 à 2010, en tenant compte donc des différentes classifications des cancers, la classification internationale, pour replacer donc avec leur juste libellé les différents sites de cancer au fur et à mesure des changements sur les années que nous considérions. Nous avons au final, jusqu'en 2010, uniquement conservé 31 pays. Pourquoi? Eh bien d'abord sur les 125 au départ recueillis sur le site du WHO, World Health Organization, il y avait plus de 50% de données manquantes, soit sur certaines années, soit sur certains organes, ce qui ne rendait donc pas comparables les pays. Donc d'une part, nous avons gardé dans ce premier tri une cinquantaine de pays. Ensuite, il y a des phénomènes politiques qui ont fait que certains pays ont disparu et d'autres sont apparus. Parlons simplement en Europe, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, des appellations qui ont disparu donc, au cours des années, qui ont été remplacées par les fractionnements. Il est très difficile de jointer les données, de reconstituer correctement les données avec l'évolution géopolitique. Et donc nous avons abandonné certains pays de façon à être sûr de ne pas faire d'erreur. Et finalement, donc, nous avons mis en comparaison un peu plus de 30 pays sur l'ensemble du monde. Ça va de Hong Kong à l'Amérique du Sud, en passant par la Norvège et l'Italie. Et c'est sur l'ensemble de ces pays donc, que je vous propose de regarder certains résultats dits de typologie. Alors, dans notre métier, la typologie, c'est encore un autre raisonnement. Ce n'est ni le global, ni le détail, ni l'individu, mais ce sont des profils homogènes. C'est-à-dire que l'on va, dans une grande masse de données, repérer des ressemblances, des profils, on dit, des types, on dit encore dans certains domaines, qui se comportent globalement, je dis bien, et chez nous ça veut dire suivant une certaine métrique, nous définissons ce qu'on appelle des formules de métrique en mathématiques, sur l'ensemble des facteurs que l'on considère. Prenez par exemple deux consommateurs dans un supermarché, se ressemblent-ils dans leurs achats ou pas? On peut exiger d'abord qu'ils aient exactement tous les mêmes achats, ça et ça. Bon, mais ça va être un peu compliqué. On peut exiger simplement aussi qu'ils aient globalement un certain nombre d'achats dans le secteur alimentaire, dans le secteur bébé, dans le secteur mon-jardinage, qui soient pareils. Et on peut également construire une formule qui calcule la différence, la distance entre ces deux acheteurs, selon les produits, le prix, etc. Et ça va donner un score final. Voilà, c'est ce que nous faisons en fait. Nous construisons, on dit des métriques, sur l'ensemble des variables que nous mettons en jeu, qui va faire que deux pays, en l'occurrence, vont se ressembler ou au contraire vont être très dissemblables. À partir de ces scores, nous effectuons ce qu'on appelle, dans notre discipline, de la classification automatique, c'est-à-dire que c'est fait par l'ordinateur, bien entendu, il y a trop de choses à brasser à la fois, mais c'est de l'ordre de... on veut distinguer les marguerites des iris, hein, vous comprenez. D'ailleurs, c'est venu de Linné, hein, la classification en flore et en faune historiquement, en sciences, en botanique. Voilà. Donc, la classification automatique nous permet, sur ce grand volume de données qui sont au final des données bien sûr numérisées pour l'ordinateur, eh bien, de trouver des pays qui vont avoir sur l'ensemble des années, ça c'est un challenge, c'était des nouvelles méthodes à construire, puisqu'il s'agit de, en plus, donc en dynamique dans le temps, de trouver des pays qui auraient
le même comportement du point de vue du cancer, de l'évolution de leur taux de cancer. Nous avons trouvé sur les 32 pays finalement que nous avons retenus de 1950 à 2010, 7 profils différents de comportement sur le cancer. Ces profils ont des représentants, des archétypes si vous voulez, croissants, décroissants, de telle période à telle période, plutôt plat, plutôt etc. Donc ces 7 profils ont leurs représentants. Ça a été l'objet d'une publication voilà, qu'on peut consulter. Voici par exemple ici des liens pour consulter ces publications. Donc ceci pour dire qu'au niveau mondial, il y a tout de même des différences dans l'histoire des cancers ces 70 dernières années. Voilà, c'est un des résultats de nos études. S'il faut synthétiser les traits marquants de cette étude qui s'est déroulée en ce qui me concerne de la fin des années 90 à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons mis le cancer en regard d'autres maladies du vieillissement, comme l'Alzheimer, etc., Parkinson aussi. Deux grands résultats. L'un qui va dans le sens des résultats qu'avait obtenus John Byler, donc, et qu'il avait publié dans le New England of Medicine, le Journal of New England of Medicine, qui concluait au fait que, malheureusement, tout cancer confondu, l'évolution des taux de mortalité ne permettait pas de conclure qu'on avait ni vaincu le cancer, ni même compris l'essence des mécanismes du cancer. Ça c'est sûr. Malheureusement, moi mon étude, notre étude s'arrête en 2010. Nous avons inclus les données jusqu'en 2010, donc on est en 2016. Donc ça fait déjà 6 ans que nous n'avons pas remis les données en question. Je vous rappelle qu'on les a remis, on les avait fait de 50 à 80, puis de 80 à 2000, et ensuite de 2000 à 2010. Donc c'est tout de même plusieurs dates et chronologies qui ont été rajoutées. Bon, là, il manque les 6 dernières années. J'arrive sur l'ensemble des pays que j'ai étudiés et avec l'ensemble des cofacteurs que nous avons mis en jeu, et même tout simplement avec les filtres, et pas les filtres du sexe et des tranches d'âge, à la même conclusion en 1997, excusez-moi, de John Byler, c'est-à-dire que c'est un peu le calme plat du point de vue de l'évolution, tout cancer confondu, j'entends bien. A contrario, il y a des typologies, c'est-à-dire qu'il y a des profils aussi bien de cancer que géopolitiques, de pays et d'organes pour lesquels il y a eu une évolution, certainement, soit en croissance, poumon Hongrie, sein Japon, que en décroissance, poumon Grande-Bretagne, etc. Donc, il y a tout de même un mouvement dans le cancer, peut-être pas assez important malgré tout, malgré les différents profils, pour dire que le cancer a été defeated, comme disait John Byler, il est undefeated, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore vaincu. C'était son terme en 1997.